Depuis quelques mois, les grands modèles de langage, les fameux LLM, commencent à franchir un cap. Des outils comme ChatGPT ou Gemini ne se contentent plus de répondre à des questions. Ils proposent désormais de rechercher des produits, de comparer des offres, parfois même d'accompagner un acte d'achat. Pour l'instant, ces usages restent effectivement encore embryonnaires. Ils sont imparfaits, encore largement expérimentaux, mais ils dessinent une trajectoire très claire, celle d'un commerce dans lequel les agents artificiels ne se contentent plus d'éclairer une décision, mais se préparent à agir au nom des consommateurs. Nous ne sommes pas encore dans un monde où l'intelligence artificielle achète massivement à notre place, mais nous nous en approchons pas à pas, fonctionnalité après fonctionnalité, usage après usage. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient légitime de s'arrêter, de se poser quelques questions. Quand une intelligence artificielle agit en votre nom, que devient le consentement ? Avez-vous réellement validé chaque décision ou seulement accepté le principe de la délégation ? À qui ces agents seront-ils loyaux demain ? À vous, aux marchands ou à l'écosystème qui les conçoit et les optimise ? Et lorsque quelque chose se passe mal, qui portera la responsabilité ? Ces questions ne révèlent pas de la science-fiction, elles se posent déjà dans les parcours d'achat, dans les paiements et dans la relation client. Et c'est précisément ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Depuis plusieurs mois, un changement discret mais profond s'opère dans la manière dont l'intelligence artificielle s'insère dans les mécanismes du commerce. Longtemps cantonnée à un rôle d'assistance, de recommandation ou d'optimisation des parcours d'achat, elle tend désormais à franchir un seuil supplémentaire. Elle n'aide plus seulement à décider, elle commence à agir. Cette évolution s'inscrit en apparence dans la continuité logique de l'optimisation du commerce en ligne. Depuis plus de 20 ans, l'e-commerce cherche à réduire les frictions, à simplifier les parcours, à accélérer la prise de décision. À ce titre, confier à une intelligence artificielle la capacité d'exécuter une décision peut sembler n'être qu'une étape supplémentaire dans un mouvement déjà largement engagé. Pourtant, cette lecture masque l'essentiel. Lorsque l'intelligence artificielle devient agent, c'est-à-dire lorsqu'elle agit au nom d'un individu sur la base d'un mandat explicite ou implicite, la nature même de l'acte commercial se transforme. Il ne s'agit plus d'un outil qui éclaire un choix, mais d'un système qui engage, qui contracte, qui déclenche une transaction et qui produit des effets juridiques et économiques bien réels. Dès lors, le commerce agentique ne pose pas uniquement des questions de performance ou d'efficacité, il interroge plus profondément la place de l'intention humaine dans un environnement où la décision est médiée par des systèmes algorithmiques. Il oblige à reconsidérer ce que signifie consentir lorsque l'exécution du choix
et délégué. Il conduit également à s'interroger sur la responsabilité lorsque l'action résulte d'une interprétation automatisée des préférences d'un individu. Par ailleurs, la montée en puissance de ces agents autonomes introduit une tension nouvelle dans la relation commerciale. L'agent est-il conçu pour servir prioritairement l'intérêt de l'utilisateur ou celui de l'écosystème économique qui l'a développé et entraîné ? La loyauté de ces systèmes devient alors une question centrale, à la fois éthique, économique et concurrentielle. Enfin, cette évolution renvoie à une interrogation plus fondamentale sur notre rapport à la décision. En déléguant à des agents artificiels une part croissante de nos arbitrages, le commerce agentique questionne la frontière entre assistance et renoncement, entre confort décisionnel et perte de maîtrise. Il invite à réfléchir à ce que nous acceptons de confier à la machine et à ce que nous souhaitons continuer à assumer nous-mêmes. C'est à partir de cette tension que s'organise cette réflexion, non pas pour juger la technologie, mais pour comprendre ce qu'elle révèle de notre rapport au choix, à la responsabilité et à la confiance dans l'acte commercial. Le point de départ de toute réflexion sur le commerce agentique tient dans une notion ancienne, presque banale, mais dont la portée change radicalement ici, la délégation. Le commerce n'a jamais été un espace de décision totalement autonome. Depuis longtemps, le consommateur s'en remet à des intermédiaires pour orienter ses choix. Un vendeur en magasin, un conseiller, un comparateur en ligne, un algorithme de recommandation joue déjà ce rôle. Ils filtrent l'information, hiérarchisent les options, réduisent la complexité. Jusqu'à présent, toutefois, cette délégation restait limitée. Les outils suggéraient les interfaces, orientaient, mais la décision finale demeurait visible et assumée. Il y avait un moment identifiable où l'acheteur validait son choix, où il cliquait et où il payait. L'acte d'achat conservait un point de passage clair, à la fois symbolique et juridique. Avec le commerce agentique, cet équilibre se déplace. En confiant à un agent artificiel la capacité d'agir en votre nom, vous ne déléguez plus seulement une aide à la décision, vous déléguez une capacité d'action. L'agent ne se contente pas d'indiquer une option jugée pertinente selon certains critères, il exécute la décision, parfois sans intervention humaine immédiate, à partir de règles définies en amont et d'objectifs généraux et de préférences interprétées. Cette distinction est essentielle. Déléguer une analyse ne produit pas les mêmes effets que déléguer un acte. Dans le premier cas, vous conservez la maîtrise du moment décisif. Dans le second, ce moment se déplace, parfois très en amont, parfois hors de votre champ de perception. Un exemple permet d'en mesurer concrètement la portée. Un assistant capable de comparer des offres d'assurance et de recommander la plus compétitive reste dans un rôle d'accompagnement. En revanche, un agent qui résilie automatiquement un contrat existant et en souscrit à un nouveau dès lors que certaines conditions sont réunies agit pleinement à votre place. L'intention initiale est bien la vôtre, mais sa traduction opérationnelle ne l'est plus entièrement. À ce stade, la délégation cesse d'être simplement fonctionnelle, elle devient décisionnelle. Or, toute délégation décisionnelle pose une question centrale, celle de l'étendue du mandat. Qu'avez-vous réellement confié à l'agent ? Des objectifs généraux comme réduire vos dépenses ou gagner du temps, des règles précises encadrant chaque situation possible et surtout, êtes-vous réellement en mesure d'anticiper l'ensemble des cas dans lesquels l'agent pourra agir. C'est ici qu'apparaît une première tension éthique. Plus l'agent est autonome, plus il est performant, mais plus il est autonome, plus votre capacité de contrôle diminue. À l'inverse, plus le mandat est restrictif, plus l'agent perd de son intérêt opérationnel. Le commerce agentique repose donc sur un arbitrage permanent entre efficacité et maîtrise. Cette tension est déjà visible dans certains usages émergents, des agents capables de gérer automatiquement des abonnements, de renouveler des commandes récurrentes ou d'acheter des billets de transport en fonction de contraintes calendaires, apportent un confort bien réel. En contrepartie, il déplace le moment de la décision vers une phase de configuration initiale, souvent abstraite, parfois expédiée et rarement revisitée.
Or, c'est précisément à ce moment-là que se joue l'essentiel. La délégation s'opère alors que les conséquences concrètes restent encore théoriques. Vous acceptez un principe d'action future sans toujours percevoir la diversité des situations dans lesquelles l'agent pourra intervenir. En définitive, le commerce agentique oblige à repenser la délégation comme un acte engageant et non comme un simple gain de commodité. En acceptant qu'un agent agisse en votre nom, vous redéfinissez votre place dans la chaîne de décision et cette redéfinition n'est ni neutre ni anodine, elle constitue le socle sur lequel viennent ensuite se greffer les questions de consentement, de responsabilité et de loyauté. Et dans le commerce, le consentement occupe une place particulière. Il ne s'agit pas seulement d'un principe juridique, il constitue aussi un repère mental pour le consommateur. En effet, acheter suppose en général que l'on sache ce que l'on fait, que l'on comprenne à quoi l'on s'engage et que l'on accepte les conditions de l'échange. Le commerce agentique ne fait pas disparaître ce consentement, mais il en modifie profondément la forme. Là où le consentement s'exprimait jusqu'ici au moment précis de l'achat, il tend désormais à se déplacer en amont, parfois bien en amont, au moment où l'agent est configuré, paramétré, autorisé à agir. Ce déplacement est décisif. Lorsque vous consentez au moment de l'achat, vous le faites face à une situation concrète. Un produit identifié, un prix affiché et des conditions visibles. À l'inverse, lorsque vous consentez à déléguer à un agent, vous acceptez un principe d'action futur. Vous autorisez un système à décider à votre place sans toujours connaître à l'avance la forme exacte que prendront ces décisions. Dans ce cadre, le consentement devient beaucoup plus abstrait. Il repose sur des hypothèses, sur des scénarios anticipés, sur la confiance accordée à l'agent pour interpréter correctement votre intention. Or, cette confiance est rarement interrogée dans toute sa profondeur. Vous consentez à déléguer, mais sans nécessairement consentir à chaque décision particulière qui sera prise en votre nom. Un exemple permet d'en saisir les implications. Un agent chargé d'optimiser des dépenses peut décider de changer automatiquement de fournisseur d'énergie ou d'assurance dès qu'une offre jugée plus avantageuse apparaît. L'objectif initial, réduire les coûts, est clair. En revanche, la décision concrète, modification des garanties ou changement de service client, engage sur une durée différente, peut produire des effets que vous n'aviez ni anticipés ni explicitement validés à ce moment précis. Dans ce type de situation, le consentement existe, mais il est fragmenté. Il porte sur l'intention générale, non sur chacune de ses traductions opérationnelles. L'acte d'achat devient alors la conséquence d'un paramétrage antérieur, parfois ancien, parfois oublié, plutôt que le résultat d'une décision consciente et située. Cette fragmentation pose une question délicate. Peut-on considérer qu'un individu a réellement consenti à une décision dont il n'a pas perçu le contexte exact ni validé les termes spécifiques ? La question dépasse le strict cadre juridique, elle touche à la manière dont nous comprenons la notion même de consentement dans un environnement automatisé. Le problème est accentué par la promesse de fluidité qui accompagne le commerce agentique. Pour être efficace, l'agent agit souvent en arrière-plan, sans solliciter l'utilisateur à chaque étape. Ce silence est présenté comme un bénéfice, car il réduit les frictions et la charge cognitive. Toutefois, il contribue aussi à rendre l'engagement moins perceptible. À mesure que les décisions sont prises sans validation explicite, le lien entre action et consentement se distend. Vous découvrez parfois le résultat avant d'avoir pleinement conscience de l'engagement. Le consentement ne disparaît pas, mais il devient difficile à localiser dans le temps et dans l'expérience. Cette évolution introduit également une asymétrie nouvelle. L'agent dispose d'une vision globale et continue des opportunités du marché. Vous n'en percevez souvent que l'issue finale. Le consentement se trouve ainsi dissocié de la compréhension fine du processus décisionnel, ce qui fragilise la capacité à contester ou à ajuster les choix effectués. À ce stade, une interrogation s'impose. Jusqu'où peut-on considérer qu'un consentement donné une fois vaut pour une multiplicité de décisions futures,
parfois engageante, parfois irréversible. Et à partir de quel point cette délégation cesse-t-elle d'être un choix éclairé pour devenir une abdication silencieuse de la décision? Ces questions ne sont pas théoriques, elles structurent déjà les débats autour de la responsabilité, de la transparence et de la confiance. Elles conduisent surtout à un autre enjeu, étroitement lié, celui de la loyauté des agents, car consentir à déléguer suppose encore de savoir à qui et au service de quels intérêts cette délégation s'exerce. Une fois la délégation actée et le consentement déplacé, une question devient donc centrale, même si elle reste encore peu formulée de manière explicite, celle de la loyauté de l'agent. Dans le commerce traditionnel, la loyauté des intermédiaires est rarement parfaite, mais elle demeure relativement lisible. Un vendeur est rémunéré par une enseigne, un comparateur affiche plus ou moins clairement ses partenariats, un moteur de recherche distingue ou moins formellement les résultats naturels des liens sponsorisés. Le consommateur sait ou pense savoir dans quel cadre il évolue. Avec le commerce agentique, cette lisibilité tend à s'effacer. L'agent ne se contente pas de présenter des options, il filtre l'information, hiérarchise des choix possibles et, dans certains cas, exécute la décision. Sa loyauté ne se manifeste donc plus par un discours ou une indication visible, mais par des comportements inscrits dans un fonctionnement même. Or, un agent n'est jamais une entité abstraite. Il est conçu par une organisation, entraînée à partir de données spécifiques et optimisée selon des objectifs précis. Ces objectifs peuvent inclure la satisfaction de l'utilisateur, mais aussi des impératifs économiques, comme l'augmentation du taux de conversion, la mise en avant de certains partenaires ou la maximisation de la valeur générée par transaction. Cette superposition d'intérêts crée une ambiguïté structurelle. L'agent agit-il prioritairement pour vous en tant qu'utilisateur ou pour l'écosystème économique qui le déploie? La question n'est pas anodine car elle conditionne la nature même des décisions prises. Prenons le cas d'un agent chargé de sélectionner automatiquement des produits dans une catégorie donnée. S'il privilégie systématiquement certaines marques, certains vendeurs ou certaines références mieux margées, il oriente vos choix sans jamais expliciter cette préférence. Vous avez l'impression d'un choix optimisé alors qu'il s'agit en réalité d'un choix cadré par des intérêts économiques sous-jacents. Tant que l'agent recommande, cette orientation reste contournable. Vous pouvez comparer, chercher ailleurs, décider autrement. Lorsque l'agent agit, cette possibilité se réduit fortement. La loyauté du système devient alors un enjeu déterminant car elle conditionne directement l'issue de la transaction. Cette situation soulève une question éthique majeure. Un agent peut-il servir plusieurs loyautés simultanément sans entrer en conflit? Peut-il être à la fois le représentant fidèle de vos intérêts et un levier de performance pour une plateforme ou un marchand? Et lorsque ces intérêts divergent, selon quels critères l'arbitrage est-il effectué? Dans la plupart des cas, ces arbitrages sont invisibles. Ils sont inscrits dans des règles d'optimisation, dans des modèles d'apprentissage et dans des choix de conception qui échappent largement à l'utilisateur. La loyauté ne se proclame pas, elle s'exécute souvent sans que vous en ayez conscience. C'est à cet endroit qu'apparaît un risque spécifique du commerce agentique, celui de la décision fabriquée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une décision erronée, il s'agit d'une décision qui vous semble rationnelle, fluide et cohérente, mais dont les paramètres ont été définis ailleurs, selon des logiques que vous ne maîtrisez pas. Cette problématique dépasse le cadre individuel à grande échelle. Les agents dominants peuvent structurer les marchés, favoriser certains acteurs et marginaliser d'autres, non par contrainte explicite, mais par orientation systématique des décisions d'achat. La loyauté de l'agent devient alors un facteur de pouvoir économique. En définitive, le commerce agentique oblige à déplacer le regard. Il ne suffit plus d'évaluer un système à l'aune de sa performance technique, il devient nécessaire d'interroger sa loyauté, c'est-à-dire la manière dont il arbitre entre des intérêts parfois divergents et la transparence avec laquelle ces arbitrages sont assumés. Cette interrogation conduit naturellement à une question encore plus sensible,
Lorsque l'agent agit, lorsqu'une transaction est déclenchée, lorsqu'un engagement est pris, qui porte réellement la responsabilité ? Et c'est cette question qu'il faut examiner maintenant. Lorsque l'on parle de commerce, on parle toujours, qu'on le veuille ou non, de contrat. Acheter, ce n'est pas seulement choisir un produit ou un service, c'est accepter des conditions, créer des obligations et engager sa responsabilité, tout comme celle du marchand. Dans les parcours classiques, ce contrat reste relativement lisible. Il existe un moment identifiable où l'engagement se matérialise. Vous validez un panier, vous acceptez des conditions, vous déclenchez un paiement. Ce point de passage joue un rôle essentiel car il permet de situer l'acte, d'en mesurer la portée et en cas de problème d'identifier les responsabilités. Le commerce agentique modifie profondément cette lisibilité. Le contrat ne disparaît pas, mais il tend à devenir moins visible. Lorsqu'un agent agit en votre nom, la contractualisation ne passe plus nécessairement par une validation explicite au moment de l'achat. Elle résulte de l'exécution d'un mandat donné antérieurement, parfois longtemps auparavant. Cette invisibilisation du contrat pose d'abord un problème de compréhension. Dans un parcours agentique, l'engagement juridique peut intervenir sans que vous ayez pleinement conscience des termes précis qui s'appliquent à cette transaction. Le prix, les conditions de livraison, les garanties ou les frais annexes peuvent avoir évolué depuis la configuration initiale de l'agent sans que cela fasse l'objet d'une validation spécifique. Un exemple permet d'en saisir les implications. Un agent chargé de gérer automatiquement des commandes récurrentes peut continuer à acheter un produit malgré une hausse progressive de son prix ou l'ajout de frais complémentaires. La transaction est valide sur le plan juridique, mais la perception de l'engagement, elle, s'est affaiblie. Vous découvrez parfois les conséquences de l'achat après coup, lorsque le débit apparaît ou lorsque le service ne correspond plus à vos attentes. Cette situation conduit inévitablement à la question de la responsabilité. Lorsqu'un litige survient, qui doit répondre à la décision prise par l'agent ? Vous, parce que vous avez autorisé le système à agir ? Le marchand, parce qu'il a accepté une transaction initiée par une entité artificielle ? Ou l'organisation qui a conçu et opère l'agent, parce qu'elle a défini les règles selon lesquelles la décision a été prise ? Les cadres juridiques actuels tendent à faire reposer la responsabilité sur l'utilisateur, au nom du principe du mandat. Toutefois, cette logique devient de plus en plus fragile à mesure que les agents gagnent en autonomie. Plus le système interprète, arbitre et exécute, plus il devient difficile de considérer que l'utilisateur est pleinement maître de chaque décision. A l'inverse, faire porter la responsabilité sur le seul marchand pose problème également. Celui-ci peut se retrouver engagé par des transactions dont les modalités ont été déterminées par un agent tiers, selon des critères qu'il ne maîtrise pas entièrement. Quant au concepteur des agents, il se situe souvent dans une zone intermédiaire, invoquant des règles générales ou des modèles d'apprentissage pour se décharger de la responsabilité directe des décisions prises. Le commerce agentique met aussi en lumière une fragmentation nouvelle de la responsabilité. L'intention est humaine, l'exécution est artificielle et l'environnement de décision est structuré par des plateformes. Aucun acteur ne détient à lui seul l'ensemble du contrôle et chacun peut être tenté de renvoyer la responsabilité vers un autre maillon de la chaîne. Cette fragmentation n'est pas seulement un problème juridique, elle constitue un enjeu de confiance. Un consommateur qui ne sait pas clairement à qui s'adresser en cas de litige, un marchand qui ne maîtrise pas entièrement les conditions dans lesquelles une transaction est initiée, un opérateur d'agent qui se retranche derrière la complexité technique, tous participent à une fragilisation du lien contractuel. En rendant le contrat moins visible, le commerce agentique rend la responsabilité plus diffuse et cette diffusion, si elle n'est pas pensée et encadrée, risque de devenir l'un des principaux freins à l'adoption durable de ces dispositifs. Cette question de la responsabilité conduit naturellement à un autre enjeu, étroitement lié. Pour décider, pour agir et pour contracter, l'agent doit accéder à une quantité d'informations sans précédent sur les individus. C'est à partir de cette accumulation de données que se dessine un nouveau rapport de pouvoir dans la relation commerciale. En effet, pour pouvoir agir de manière autonome, un agent a besoin d'une matière première essentielle, l'information. Plus précisément, il a besoin de contexte. Il doit comprendre vos habitudes, vos contraintes, vos préférences et vos arbitrages passés pour être
en mesure de prendre des décisions jugées pertinentes. Dans le commerce agentique, cet accès à l'information change d'échelle. Là où le commerce traditionnel fragmentait les données entre plusieurs acteurs, l'agent tend à les centraliser, historique d'achat, préférences exprimées ou déduites, contraintes budgétaires, moyens de paiement, parfois même de calendrier ou de localisation. L'agent devient un point de convergence de données sensibles. Cette concentration n'est pas neutre. Elle modifie l'équilibre de pouvoir dans la relation commerciale. Celui qui détient l'information détient aussi la capacité d'influencer la décision. Or, dans le commerce agentique, cette influence ne s'exerce pas de manière explicite par des messages promotionnels ou des injonctions visibles, mais de manière structurelle à travers des arbitrages intégrés au fonctionnement même de l'agent. Un exemple permet de l'illustrer. Un agent chargé de gérer automatiquement des dépenses peut ajuster ses décisions en fonction de votre tolérance perçue au prix. Il peut estimer qu'une légère augmentation reste acceptable au regard de votre historique ou de votre niveau de revenu supposé. L'optimisation apparaît rationnelle, mais elle repose sur une lecture fine de vos marges de manœuvre, lecture à laquelle vous n'avez pas nécessairement accès. Cette situation soulève une question d'intimité. Déléguer l'action suppose d'exposer une part croissante de sa vie quotidienne. L'agent connaît non seulement ce que vous achetez, mais aussi ce que vous étiez, ce que vous reportez, ce que vous êtes prêt à accepter. Cette connaissance, lorsqu'elle est agrégée dans le temps, dessine un portrait précis de vos priorités et de vos vulnérabilités. Le problème ne tient pas uniquement au risque de fuite ou d'abus des données, même si ces risques existent, il tient aussi à la finalité de leur utilisation. Les données servent-elles exclusivement à améliorer la pertinence des décisions prises en votre nom ou contribuent-elles à renforcer des logiques de captation de valeur au profit des plateformes qui opèrent ces agents ? La promesse de fluidité joue ici un rôle central. Pour bénéficier d'un service sans friction, vous acceptez implicitement de partager davantage d'informations. Ce compromis est rarement formulé explicitement, il s'installe progressivement au fil des usages jusqu'à devenir une norme difficile à remettre en question. Dans ce contexte, la question de la minimisation des données prend une dimension stratégique. Limiter l'accès de l'agent aux seules informations strictement nécessaires à l'exécution de sa mission n'est pas seulement une exigence réglementaire, c'est un choix éthique qui conditionne la capacité de l'utilisateur à conserver une forme de maîtrise. À l'inverse, une logique d'accumulation maximale renforce la symétrie et accroît le pouvoir du système sur la décision. Le commerce agentique met ainsi en lumière une tension difficile à résoudre. Plus l'agent est informé, plus il est efficace, mais plus il est informé, plus il devient puissant. Cette puissance, si elle n'est pas encadrée, peut déplacer le centre de gravité de la relation commerciale au détriment de la transparence et de l'autonomie du consommateur. Derrière cette question des données se profile donc une interrogation plus large. Dans un commerce où l'action est déléguée à des systèmes autonomes, qui détient réellement le pouvoir de décider ? Et comment s'assurer que ce pouvoir ne s'exerce pas de manière unilatérale, sous couvert d'optimisation et de confort d'usage ? Cette interrogation conduit à un autre enjeu souvent sous-estimé, celui des biais et de la justice dans les décisions prises par les agents. L'un des arguments souvent avancés en faveur des agents d'intelligence artificielle consiste à souligner leur capacité supposée à prendre des décisions plus rationnelles, plus objectives et en définitive plus justes que celles des individus. En s'appuyant sur des volumes de données importants et sur des capacités de calcul élevées, l'agent serait en mesure de neutraliser les biais humains et d'identifier la meilleure option possible. Cette promesse mérite toutefois d'être examinée avec précaution. Un agent n'est jamais neutre par construction. Il hérite des données sur lesquelles il a été entraîné, des objectifs qui lui ont été assignés et des arbitrages opérés lors de sa conception. Ces biais ne prennent pas toujours la forme de discrimination explicite. Ils s'expriment plus souvent de manière diffuse à travers des préférences implicites et des choix répétés. Dans le commerce agentique, ces biais produisent un effet particulier, celui de l'uniformisation. En cherchant à optimiser selon des critères jugés pertinents, le prix, la disponibilité, la rapidité de livraison ou la popularité d'un produit, l'agent tend à converger vers des solutions similaires pour des profils pourtant différents.
Le choix individuel gagne en efficacité, mais il perd en diversité. Prenons l'exemple d'un agent chargé d'acheter automatiquement des produits du quotidien. En privilégiant systématiquement les références les plus vendues ou les mieux notées, il renforce mécaniquement la position des acteurs déjà dominants, les produits moins visibles, les marques émergentes ou les alternatives locales deviennent progressivement marginales, non pas parce qu'elles sont moins pertinentes, mais parce qu'elles ne correspondent pas aux critères d'optimisation du système. Ce phénomène pose une question de justice économique. Le commerce agentique, en orientant massivement les décisions d'achat par l'intermédiaire d'agents dominants, peut accentuer des déséquilibres existants. La concurrence ne se joue plus uniquement sur la qualité de l'offre ou sur la capacité d'innovation, mais sur l'aptitude à être sélectionné par des systèmes automatisés. À cette dimension économique s'ajoute une dimension culturelle. Les agents sont souvent conçus à partir de données issues de contextes socialement et géographiquement situés. Les préférences, les normes et les comportements qu'ils intègrent reflètent une certaine vision du consommateur. Or, cette vision, lorsqu'elle est généralisée à grande échelle, tend à produire un consommateur abstrait, standardisé, qui ne correspond pleinement à personne, mais qui devient progressivement la référence implicite. Le risque n'est pas uniquement celui d'une réduction de la diversité de l'offre, il concerne également la manière dont les individus consomment. En automatisant les arbitrages, le commerce agentique peut affaiblir la capacité à explorer, à expérimenter ou à s'écarter des trajectoires optimisées. Le choix devient plus prévisible, plus cohérent, mais aussi moins singulier. Cette uniformisation soulève une question philosophique fondamentale. Un système conçu pour optimiser des décisions selon des critères généraux peut-il réellement respecter la singularité des préférences individuelles ? Et jusqu'où peut-on accepter que des arbitrages automatisés façonnent nos comportements de consommation sans intervention consciente ? Dans ce contexte, la question des biais dépasse largement le cadre technique. Concevoir un agent, c'est choisir ce qui compte, ce qui mérite d'être priorisé et ce qui peut être relégué au second plan. Ces choix traduisent une vision du commerce et plus largement une vision de la société. Une fois intégrés dans des systèmes automatisés, ils se diffusent à grande échelle, souvent sans débat explicite. Le commerce agentique agit ainsi comme un révélateur. Il montre que l'automatisation ne supprime pas les valeurs, elle les encode. Et lorsque ces valeurs sont encodées dans des agents qui décident à notre place, elles deviennent structurantes pour l'ensemble du marché. Cette prise de conscience conduit naturellement à s'interroger sur les réponses possibles. Comment encadrer ces agents sans renoncer au bénéfice de l'automatisation ? Comment préserver la pluralité des choix tout en acceptant une part de standardisation ? Et comment enfin réintroduire des formes de contrôle et de contestation dans des systèmes conçus pour agir de manière autonome ? Ces interrogations amènent à un dernier volet, celui des réponses organisationnelles et de gouvernance, là où les principes éthiques doivent se traduire en décisions concrètes. Face aux tensions soulevées par le commerce agentique, les organisations ne peuvent pas se contenter d'afficher des principes généraux. Lorsque des agents sont en mesure d'agir au nom des individus, l'éthique cesse d'être une posture pour devenir une question d'architecture, de gouvernance et de responsabilité concrète. La première réponse consiste à clarifier ce que l'agent est autorisé à faire. Définir un mandat précis, expliciter les limites de l'action possible, déterminer les situations dans lesquelles l'agent peut agir seul et celles qui nécessitent une validation humaine qui deviennent des choix structurants. Cette clarification ne révèle pas uniquement de la documentation technique, elle conditionne la compréhension qu'a l'utilisateur de la délégation et qu'il accepte. Vient ensuite la question de la gouvernance interne. Le déploiement d'agents capables de déclencher des transactions engage bien plus que les équipes techniques. Il concerne le marketing, la relation client, le juridique, la conformité, la direction générale, bien sûr. Sans coordination transverse, les décisions se fragmentent et les risques apparaissent souvent trop tard lorsqu'un incident survient ou qu'un litige éclate. La transparence constitue un autre levier essentiel. Il ne s'agit pas de rendre publics des modèles complexes ou des algorithmes illisibles. Il s'agit de rendre compréhensibles les principes qui guident l'action de l'agent, informer sur les critères de décision, sur l'existence de partenariats commerciaux
ou sur les situations dans lesquelles certaines options peuvent être privilégiées, contribuent à rééquilibrer la relation entre l'utilisateur et le système. La possibilité de reprise en main joue également un rôle central. Un agent digne de confiance n'est pas un agent infaillible, c'est un agent dont les décisions peuvent être comprises, discutées et si nécessaire, corrigées. Donner à l'utilisateur la capacité de contester une décision, d'en demander l'explication ou d'en ajouter les paramètres participe à préserver un sentiment de maîtrise, même dans un environnement automatisé. Enfin, les organisations doivent intégrer la dimension évolutive des systèmes. Un agent apprend, s'adapte et modifie ses comportements au fil du temps. Cette dynamique impose un suivi continu, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan éthique. Ce qui apparaît acceptable à l'instant donné peut ne plus l'être lorsque les usages se généralisent ou lorsque les effets systémiques deviennent visibles. À travers ces différents leviers, clarification des mandats, gouvernance transverse, transparence, contestabilité et suivi dans le temps, une conviction s'impose. Le commerce agentique ne pourra s'installer durablement que s'il repose sur une responsabilité partagée entre les concepteurs des agents, les acteurs économiques qui les déploient et les consommateurs qui leur confient une part de leur pouvoir de décision. En conclusion, on peut dire que le commerce agentique marque une étape importante dans l'évolution du commerce numérique. En permettant à des systèmes artificiels d'agir au nom des individus, il modifie en profondeur la manière dont les décisions sont prises, exécutées et assumées. Ce qui était autrefois un moment clairement identifiable devient un processus distribué, étalé dans le temps et médiatisé par des agents autonomes. Cette transformation ne peut pas être réduite à une question de performance, d'innovation. Elle engage des enjeux plus fondamentaux, le consentement, la loyauté, la responsabilité, la répartition du pouvoir. En ce sens, le commerce agentique agit comme un révélateur des tensions contemporaines entre automatisation et autonomie. L'enjeu n'est pas de rejeter ces technologies ni de les adopter sans réserve. Il consiste à déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent s'inscrire dans une relation commerciale équilibrée. Déléguer ne signifie pas nécessairement renoncer, à condition que les termes de cette délégation soient compréhensibles, réversibles et encadrés. À travers le commerce agentique, une question plus large se pose. Jusqu'où sommes-nous prêts à confier nos décisions à des systèmes conçus pour optimiser, mais dont les critères nous échappent parfois ? La réponse à cette question ne sera ni uniquement technique, ni exclusivement juridique, elle sera aussi inévitablement philosophique. Peut-être est-ce là l'essentiel. Le commerce agentique ne nous oblige pas seulement à repenser nos outils, il nous invite à réfléchir à la place que nous souhaitons accorder à la machine dans nos choix quotidiens, à la manière dont nous entendons préserver, dans un monde de plus en plus automatisé, notre capacité à décider en connaissance de cause. Si j'ai une conviction à l'issue de cette réflexion, c'est que le progrès du commerce ne se mesurera pas seulement à la fluidité des parcours, mais à la clarté des choix que nous acceptons de déléguer.